Puis ils viennent me voir, ils me disent, bon, Cyrus, on vous rachète, et puis mais sans, voilà, sans côté américain. Et je dis, ok, ce serait combien à peu près? Ils me disent 1 milliard. Puis finalement, on a refusé. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Cyrus. Il a créé une société qui s'appelle Swissborg, qui permet d'acheter, de vendre de la crypto-monnaie, notamment du Bitcoin. Il va nous expliquer. Sa société était encore, il y a 2 ans, valorisée 1 milliard de dollars. Il va nous expliquer comment il a créé cette énorme machine. Ils sont 220 aujourd'hui à l'intérieur. Pourquoi il faut y aller? À quel moment il faut y aller? Pour ceux qui s'y connaissent absolument pas en crypto-monnaie, c'est intéressant d'écouter. Pour ceux qui s'y connaissent beaucoup aussi, puisqu'il est très averti sur le sujet, il va nous raconter tout ça. Prenez 30 secondes pour vous abonner sur YouTube, sur notre chaîne Légende. Merci beaucoup. Et puis prenez 30 secondes aussi pour vous abonner si vous avez Instagram, Légende Média. Voilà, on est dessus tous les jours. On vous met non seulement des extraits des émissions, mais aussi des vidéos sur l'actu, tout ce qu'il faut voir en gros, ça sur notre Instagram. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux chaque semaine, tous les mercredis, vendredis et dimanches. On vous met 3 interviews, documentaires ou reportages. Aujourd'hui, c'est un Légende Business. C'est parti avec Cyrus de Swissborg sur Légende. Bonjour, je m'appelle Cyrus Fazel. Comment hacker le système financier avec Swissborg? Eh ben voilà, bienvenue. C'est Cyrus. Cyrus. C-Y-R-U-S. Cyrus. Ça vient d'où, Cyrus? C'est iranien. Iranien. Oui, exactement. Enchanté, Cyrus. Cyrus Fazel, 41 ans, fondateur de Swissborg, qui permet, et alors c'est assez impressionnant, donc tu as 220 salariés aujourd'hui, on va expliquer, c'est très gros. Hein, tu veux valoriser pas loin d'1 milliard, tu disais. Exact. Ouais. Tu es parti en Suisse et tu t'occupes en fait de faire cette société qui est géniale, qui permet d'acheter et de gérer de la crypto-monnaie, etc. Toi, tu crois vachement à ça, et apparemment le monde aussi, puisque c'est en train de monter, tout le monde commence à en parler, des États commencent à en faire leur monnaie officielle. Tu vas expliquer, parce qu'il faut partir du principe que vous tous, chez vous, si vous nous écoutez ou regardez, il y en a qui s'y connaissent beaucoup, il y en a qui s'y connaissent pas du tout, donc on va essayer de parler à tout le monde et d'être le plus limpide et clair en expliquant chaque terme. Je sais que toi, tu vas avoir des termes très précis, des acronymes, etc. On va essayer d'être le plus simple possible. Mais juste, je vais rappeler ta vie rapidement. Tes parents fuient l'Iran, on parlait tout à l'heure, pour démarrer une nouvelle vie aux États-Unis. C'est là-bas que tu vas grandir, tu vas revenir après habiter en France, puis en Suisse, hein, c'est ça. En 2016, tu vas mettre toutes tes économies dans le Bitcoin. Tu as eu quand même eu un peu d'avance sur tout le monde là. Tu as créé la plateforme Swissborg 1 an plus tard, en 2017. Il y a eu des hauts, des bas, des très très hauts, des très très bas après, puis là c'est très très haut. Tu vas nous raconter. Faut pas avoir peur pour monter son business au départ en 2017 dans la crypto-monnaie quand même. Non, je pense qu'il faut absolument avoir l'envie de vouloir changer le monde, d'avoir quelque chose qui plus que soi-même, je pense. C'est ça dans l'entrepreneuriat, de créer une mission dans laquelle on se sent vraiment important et que derrière, on arrive vraiment à croire à quelque chose qui peut se faire et de manifester, je pense, cette vision qui est derrière. Au jour du tournage, alors on va essayer de parler à ceux qui n'y connaissent rien là. Le Bitcoin, pour citer juste le plus gros, est très haut. Au jour du tournage, il est en train de battre le record. Il a battu il y a quelques jours encore. Ça fait que monter. Ouais. Est-ce que c'est quand même le moment d'investir? Je pense que ouais. Je pense que là, on va expliquer qu'aujourd'hui, il y a à peu près à plus de 100 000 euros. En effet, c'est très haut par rapport à ce que moi j'avais acheté quand c'était à 1 000 euros. Donc c'est clair. Tu l'as acheté à 1 000 euros? Ouais. 1 000 euros le Bitcoin? Ouais, en 2016. Ouais. Là, c'est quasiment 100 000. 100 fois, ouais. Depuis, ouais. Alors, qu'est-ce que la crypto-monnaie? On va refaire juste en une phrase, mais pour expliquer à tous ceux qui ne connaissent rien, c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle sur un système de blockchain. Donc, c'est-à-dire que tu peux acheter quelque chose qui va être unique, en gros. Exactement, qui va t'appartenir à toi-même. Et je pense que ça qui est vraiment important, c'est en fait comment créer de la valeur et numériser cette valeur à travers une technologie qui est complètement décentralisée, qui est encryptée et qui permet en fait de chaque personne de vraiment devenir propriétaire en fait de ce sous-jacent. On va expliquer ta boîte après. Juste, qu'est-ce que ça veut dire un token? C'est plusieurs fois que j'entends ce mot. Ouais. On entend tous ce mot-là. Il faut acheter un token, etc. C'est souvent dans la bouche de mecs un peu arnaqueurs. Alors ça fait un peu, c'est pas de vrai, hein. Ça fait un peu peur parce que c'est toujours des mecs un peu lugubres, tu sais, sur des comptes, sur des sites un peu bizarres, etc. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un token, T-O-K-E-N? C'est un jeton numérique en fait, c'est-à-dire qu'on prend un peu une part de Bitcoin, une part d'Ethereum qui est notre crypto, une part de Swissborg Token qui est le Borg. Donc c'est en fait une part finalement. Et ces tokens qui sont intéressants, ce jeton, ils sont divisibles à un plus grand nombre. Donc vous pouvez acheter par exemple un Bitcoin, ça vaut par exemple aujourd'hui 100 000, mais vous pouvez acheter aussi une fraction de Bitcoin qui peut valoir par exemple 10 euros.
Un petit bout, quoi. Exactement. Tu as fait une levée de fonds, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais tu as ouvert ton capital, ta boîte, qui fait plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, là. Tu l'as ouverte à tous ceux qui veulent investir avec toi. En fait, tu l'as fait un peu à la façon crypto-monnaie. Exactement, ouais. Je pense que le but de Swissborg, c'est toujours d'être sûr qu'on crée une valeur pour la communauté et de rendre vraiment cette indépendance financière. Et on a toujours été contre les gros investisseurs, les venture capital, qui permettraient finalement peut-être de ne pas créer de la valeur vraiment pour l'utilisateur final. Donc c'est vrai qu'on a fait 2 crowdfunding pour notre jeton en 2017. On en a fait aussi un dernièrement en 2023 pour finalement créer notre série A. Et on a réussi à faire un Une série A, c'est une levée de fonds au départ. Exactement. T'as combien de gens qui ont investi avec toi? Combien de personnes qui vous suivez sur l'application? Parce que c'est beaucoup téléchargé, mais il y a combien de personnes qui ont investi avec vous? 500 000 personnes aujourd'hui, ouais, donc à peu près 1 demi-million, ce qui est assez incroyable. Putain, c'est fou. Ouais. Et très européen. Très européen. Ah. Pourquoi il faut aller sur Swissborg? C'est une application qui est gratuite, vous pouvez la télécharger. Il y a un lien d'ailleurs sous la vidéo. Si vous mettez 20 €, vous aurez 5 € en plus en Bitcoin. Si vous voulez essayer, même pour la première fois, de mettre une petite somme, ça vous verrez. Vous attendez 6 mois, puis vous verrez ce que ça donne, et puis après vous aurez peut-être envie d'en remettre, etc. Parce que là, ça va apparemment monter dans les mois qui viennent. Juste pour bien comprendre, pourquoi il faut aller sur Swissborg? Quelle est la différence avec les autres? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que le but, c'était que moi, quand je suis arrivé dans la crypto, j'ai vu que le monde était, surtout en 2016, c'était assez le Far West. C'était ultra compliqué et on le voit encore aujourd'hui. Finalement, c'est assez difficile de comprendre vraiment ce qu'est la crypto et cette technologie. Donc, j'ai essayé de dire comment créer une application dans laquelle même ma mère ou ma grand-mère pourrait potentiellement la télécharger et aller dessus. Donc, on a vraiment essayé de faire quelque chose de le plus simple possible. On a essayé de faire le plus sécure aussi. C'est pour ça qu'on a choisi une application, non pas web. Et on a vraiment réussi à prendre les meilleures pensées, je pense, de la finance traditionnelle et le transposer en fait au sein de Swissborg. Donc vraiment, ce qui est génial de Swissborg derrière, c'est que le produit lui-même permet d'acheter au meilleur prix. Ça, c'est quelque chose qui est... Pourquoi au meilleur prix? Le prix, il n'est pas fixé en ce moment. C'est pas à la seconde, ça se remet pas tous les jours. Comme c'est complètement décentralisé, il n'y a pas un cours du Bitcoin. Chaque échange a différents cours, en fait, selon les différents pays, selon les différents échanges. Et nous, on agrège, en fait, un peu tous ces différents échanges, qu'ils soient centralisés ou décentralisés. Et ça permet vraiment, en temps réel, un peu comme comparateur de prix, d'aller chercher où est le meilleur prix, en fait. Et en plus de ça, n'importe quoi est échangeable. Ça veut dire si vous déposez vos euros, ou francs suisses, ou peu importe, vos monnaies courantes, vous pouvez l'échanger contre n'importe quel jeton, ou inversement, n'importe quel jeton peut s'échanger contre n'importe quel jeton. Donc on a vraiment fait de façon que ce soit le plus simple possible et que n'importe quelle personne puisse en quelques secondes déposer de l'argent, finalement échanger, acheter un jeton lequel il veut, le déposer ensuite dans la finance décentralisée, et faire du rendement et ainsi de suite, et construire vraiment son patrimoine de façon la plus simple possible. On peut faire son patrimoine vraiment en crypto-monnaie? Complètement, oui. Très souvent, en fait, on voit que la société nous pousse à avoir un comportement assez bizarre avec l'argent et assez bizarre avec la finance. Personne ne veut vraiment s'intéresser. Et les financiers, très souvent, vont faire un jargon qui est complexe, finalement. J'ai grandi, en tout cas, j'ai travaillé pendant 10 ans à la finance. Je n'ai jamais vraiment eu une personne qui me racontait un portefeuille d'actions comme s'il y avait un engouement derrière par rapport à ce que la personne voulait vraiment changer dans le monde ou vraiment changer au sein de la gestion pour le monsieur tout le monde. Et je pense que la crypto, ça a toujours été un peu l'inverse. C'était comment on peut créer un monde différent dans lequel, bien sûr, on peut faire du profit, mais on peut avoir une mission un peu plus intéressante derrière, on peut s'intéresser aux produits qui sont derrière, et on arrive finalement à construire un patrimoine grâce à ça. Alors par contre, ça fait un peu peur, j'imagine à plein d'entre vous aussi, chez vous, tu dis, tiens, si tu as 100 000 € de capital, 50 000 €, est-ce que tu as envie de le mettre en crypto-monnaie en sachant que du jour au lendemain, dans la tête de tout le monde, ça peut s'effondrer, c'est vrai. Tu vois, on a vu le Bitcoin monter très haut, descendre très bas, la remonter extrêmement haut, mais c'est beaucoup plus risqué que de mettre son argent dans une banque classique. 100%, ouais. Ce qu'il faut voir, c'est ce que le monde traditionnel t'offre. En général, les livrets A ou le rendement que tu as sur le CAC 40, c'est à peu près de 4% annualisé. Si tu penses que tu arrives à vraiment devenir indépendant financièrement avec cet argent-là, je pense que c'est génial. Si en revanche, tu veux vraiment changer de classe sociale, de vie, et tu as vraiment un but sur 5-10 ans de vraiment acheter une maison, peu importe, il faut que tu cherches à prendre du risque. Est-ce que tu as déjà vu vraiment des gens changer de classe sociale avec Swissborg? Oui, complètement. Ouais. On l'a
que ce soit des policiers, des facteurs, des électriciens ou autres, qui sont complètement arrêtés de travailler, ou ils ont réussi à monter leur pizzeria grâce à nous, ils ont réussi à démarrer leur cabinet et ainsi de suite. Tu l'as vu, ça? Ouais, complètement. On a ça une vidéo paraît irréel. En fait, t'as l'impression que c'est des mecs au bord d'une piscine, tu sais, à Dubaï, qui te racontent tu peux changer de vie en deux semaines. Ça paraît un peu irréel, quand même. En 2 semaines, tu peux pas, non. Ça, c'est pas vrai. C'est sur combien de temps? Je pense que c'est sur des cycles qu'il faut vraiment regarder. Les cycles, c'est à peu près 4 ans en général. Donc, si quelqu'un te dit qu'il vient de faire bingo, c'est possible, mais c'est ultra rare. Je pense que dans n'importe quoi, ce que tu fais, il faut que tu aies énormément de discipline, il faut que tu investisses du temps, mais ce temps peut vraiment changer drastiquement ton niveau de vie. Et je pense que c'est ça, ce qui est très important, c'est que les gens doivent réaliser que ce que tu dois investir, forcément, c'est sur ta connaissance, mais aussi dans des marchés, des industries qui font du sens. Investir aujourd'hui dans des sociétés qui ne sont pas technologiques, c'est difficile à voir. Il y a un courant qui est séculaire, qui continue. On le voit depuis 20 ans, la technologie ne fait que augmenter. Si tu avais investi au départ de Facebook, tu imagines bien qu'aujourd'hui, tu serais très content. Et je pense que chaque courant en fait, apporte une nouvelle technologie. Tu penses que dans 10 ans, la technologie elle va être encore plus importante qu'aujourd'hui. Bien sûr. Donc là, toi, tu penses qu'il faut acheter pour garder en patrimoine de la crypto-monnaie, pas pour revendre forcément dans un an? Ou est-ce que tu penses qu'il faut acheter, revendre? C'est quoi le meilleur truc à faire? Je pense qu'il faut comprendre qui on est. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont potentiellement des bons traders et vous pouvez choisir plein de différents jetons, des investissements qui peuvent être exotiques, qui peuvent justement, comme les meme coins, qui va de 10 à 2000 en l'espace de quelques secondes, qui va repartir à zéro. Donc ça, c'est bien pour les traders, mais en général, ce que je conçois toujours, c'est un peu comme dans la vie. On n'a pas besoin d'avoir plein de meilleurs amis. On a besoin d'avoir 2 ou 3, 4 maximum en général. Et je pense que l'investissement, c'est la même chose. Il faut vraiment investir dans, par exemple, 3, 4 cryptos dans lesquels on a vraiment une confiance, on les connaît vraiment bien, on connaît le produit, on connaît la technologie, on connaît la communauté derrière, on connaît vraiment l'avancement. Et puis on s'intéresse parce qu'on a vraiment, pas seulement de l'argent, mais on y croit en fait. Et derrière, si vous avez un peu le temps, il faut en effet s'amuser un peu et la répartition entre tes meilleurs amis et tes moins bons amis qui sont les autres jetons, c'est en fonction de ton temps, en fonction de ton risque, en fonction de si tu aimes bien être un trader ou pas, quoi. Mais il y en a qui pourraient se mettre le matin et s'amuser à acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Complètement, ouais. Et là, on l'a vu avec ce nouveau cycle qui a démarré, je pense, en 2023. Un des protocoles qui a vraiment marché derrière, qui est Solana. Donc c'est une autre crypto-monnaie? Exactement. Et le but de elle, c'est de réinventer Internet, de créer Web3. Il y a eu beaucoup de mimes. Et les mimes, c'est en général, comme vous voyez aujourd'hui, Donald Trump ou Elon Musk, tout le monde fait que des mimes. Donc c'est comment se moquer des gens avec différentes farces. Des mèmes, tu veux dire? Des mèmes, ouais, pardon. Ouais. Et derrière, il y a plein de jetons qui sont en anglais, alors je traduis. On pourrait croire que c'est le même mot, mais c'est pas du tout. Parce qu'un mime en français, c'est tout un site internet pour prendre des photos de tes pieds ou de tes fesses. D'accord. Mais ça pourrait du coup être un mème du coup aussi, en fait. Et c'est clair que plein de ces jetons, il y a une folie où il y a des pourcentages à gagner qui sont incroyables. Mais en général, beaucoup de ces mèmes vont mal finir. Mais quelques-uns comme Dodge, dans lequel encore il y a quelques semaines qui a fait une fusée une grosse crypto-monnaie, qui était une blague à la base, un chien, comme Elon Musk est derrière, plein de gens qui sont derrière, même le gouvernement américain derrière en train de créer un département de Dodge, ça a créé beaucoup d'engouement. Et ce qui est intéressant finalement de Dodge, attends parce que c'est très compliqué à suivre. Excuse-moi, Elon Musk a créé Doge, donc c'est le département de efficiency, c'est pour justement contrôler les finances publiques, c'est ça? 100%, ouais. Et ils en ont fait une crypto-monnaie? Non, cette crypto-monnaie existait déjà. Elon Musk avait déjà pris des parts dans cette crypto-monnaie il y a déjà en 2020, je pense. Et pour faire un peu la blague, il a dit je vais créer un gouvernement par rapport à ça, dans lequel c'est Dodge. Mais comme par hasard, ça finit un tout petit peu au nom Dodge. Et ça crée un engouement derrière. En fait. Et donc, du coup, il a gagné de l'argent encore une fois. Bien sûr. Très fort. Tu es né en 83 dans le Maryland. Donc, toi, tu nais aux États-Unis? C'est ça? Tes parents fuient l'Iran. Tu vas vivre là-bas jusqu'à quel âge aux États-Unis? Donc, ouais, mais mes parents, ils ont vraiment fui le régime iranien. Ils ont vraiment tout perdu. Le régime du Shah d'Iran à l'époque? Ouais, exact. Ouais. Et c'était assez proche de ce régime-là.
Et malheureusement, ils ont tout perdu. Donc, ils ont perdu l'argent, ils ont perdu finalement... Ils avaient beaucoup d'argent à l'époque du chat, ouais. Ouais, ils avaient les propriétés, ils avaient un peu tout perdu. Et ce qui était plus triste, surtout, ils ont perdu leur statut, leur identité. C'est ça qui était vraiment assez difficile. Et j'ai grandi dans ce monde-là aux États-Unis où je voyais toujours un peu de nostalgie envers ma mère et mon père. Et puis, on est né aux États-Unis, on a grandi aux États-Unis, qui était une partie très formatrice de ma vie. Le fait de vivre sans argent aux États-Unis, tu veux dire? Je pense qu'au début, ça allait encore. Ouais. On avait encore un peu d'argent. Je pense qu'il y avait quelques réserves. Il y avait quelques bijoux qui devaient être amenés ailleurs, à droite, à gauche. Mais non, on a eu une vie qui était assez intéressante et assez simple, on va dire, aux États-Unis. Ouais. Tu vas habiter à New York, San Francisco, c'est ça? Tu dis que vous avez une famille de nouveaux pauvres. Parce que vous allez découvrir en fait, le fait de ne pas avoir d'argent, alors que vous en aviez beaucoup avant. Tu dis que tu as 4 ans quand tu commences à bosser, c'est-à-dire quoi? On faisait du porte-à-porte, à vendre des brownies, faire du iced tea, à crier dans la rue qui fait du iced tea. Et très vite, aux États-Unis, tu apprends à être très entrepreneur. Sortir les poubelles de chaque terre de tes voisins qui te donnent un petit dollar à droite, à gauche. Mais tu comprends très vite la valeur de l'argent, en fait. Ce qui est assez bon, je pense. Peu importe la classe sociale, je pense. Tu vas à 8 ans, après, tu vas déménager dans le sud de la France. Pourquoi vous quittez les États-Unis? Ma mère a fait les Beaux-Arts ici à Paris, et puis elle a été toujours l'amour pour la France. Tu as bossé quand tu es adolescent, tu as bossé dans un fast-food, tu vas vendre des fringues, après école de commerce en 2002, stage dans la finance 2007, tu vas bosser dans une banque privée au départ, stagiaire. Après, tu vas bosser en finance, tu vas faire quoi dans la finance? Mon but, c'est toujours d'essayer de saquer le système financier, et puis je me suis dit comment mieux faire que travailler dans la banque privée à Genève. J'ai dit, je vais vraiment essayer de me spécialiser dessus. J'étais suisse d'origine, donc je me suis dit pourquoi pas. J'avais de la famille sur place aussi, donc c'était plus facile pour moi d'aller dans un pays où j'avais au moins de la famille sur place. Et puis j'ai travaillé en banque privée, qui était une bonne expérience, mais qui m'a pas appris. Je voyais que tu travaillais pour des riches et t'apprenais des riches, mais t'avais pas vraiment. Il y avait quelque chose qui manquait. Je voyais vraiment que le climat qui était sur place, les personnes qui étaient sur place ne me parlaient pas, quoi. J'avais pas vraiment... Et puis finalement, je voyais que je devenais un peu juste le valet des riches. Et je voyais vraiment qu'en termes de performance, la relation dans une banque privée, ce qui est de meilleur. Par contre, de gérer un portefeuille, faire vraiment du rendement, c'était pas ce qui était vraiment bien. C'était entre 2007 et 2009, pardon. Et puis il y a eu ce gros crack boursier en 2008. Qui a fait que j'ai vu tous les rendements, tout le monde perdre, toute la performance, tous les portefeuilles qui sont allés à moins 30%. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient beaucoup d'argent. Et ça, c'était des fonds d'investissement un peu alternatifs, des fonds plus spéculatifs qui peuvent parier à la hausse et à la baisse. Et dans ces fonds-là, j'ai vu qu'il y avait des fonds qui étaient complètement systématiques, qui étaient gérés par les algorithmes et qui avaient réussi à comprendre que ce marché allait se retourner. Et c'était le moment où je me suis dit, mais il est là le hack, c'est l'homme va être potentiellement remplacé par la technologie. Et je me suis dit, il faut travailler là-dedans, ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est qu'un hedge fund? Tu parles d'un hedge fund. Tu achètes une action et tu l'achètes à 100, tu espères la vendre à 150. Mais tu peux aussi parier à la baisse. Et en gros, si le marché, tu penses qu'on n'est pas sûr de savoir où il va aller, tu peux parier à la hausse et à la baisse en même temps. Il ne faut pas au même positionnement, mais plus ou moins, tu arrives à faire des stratégies qui sont un peu plus, on va dire, sophistiquées que juste d'acheter et attendre. En fait. Tu dis que tu t'es jamais senti à ta place dans la finance traditionnelle, mais tu rêves de t'enrichir. Tu dis que tu as 33 ans, lorsque tu décides de devenir vraiment entrepreneur. C'est quoi la première idée? La première idée, c'est de dire comment je peux apporter ces hedge funds à monsieur tout le monde. Parce que je me suis dit, en gros, peut-être que les gens ils ont peur d'acheter des actions parce qu'ils voient cette volatilité qui est importante. La volatilité qui vraiment, ça veut dire un cours peut faire 10% en hausse, peut perdre après 5%. Mais si tu as à avoir des stratégies, justement, tu paries à la hausse et à la baisse, potentiellement, les gens ils disent c'est moins risqué la bourse, je peux peut-être investir dans ces stratégies-là. Mais ça parle à personne, je pense. Il n'y a pas grand monde qui est tellement intéressé par la bourse aujourd'hui, en fait. Donc tu lances quoi? Comment tu te dis là? Tu dis je vais être entrepreneur, je voudrais être sur des choses rapides qui peuvent rapporter de l'argent vite, mais tu connais la crypto-monnaie ou pas? Le jour de l'anniversaire de mon père, j'avais aucun cadeau. Mon père est en Iran, il est parti après les États-Unis. Et puis en Iran, il n'y a aucun moyen d'envoyer de l'argent. Ça juste clair. Donc, j'appelle un de mes cousins, je lui dis écoute, il me dit tu peux aller à l'aéroport à Genève et puis tu donnes un colis à quelqu'un. Ton père est reparti habiter en Iran, c'est ça? Ouais.
J'ai dit non, ça va jamais marcher. Tu vas donner de l'argent à un étranger, ça va jamais marcher, quoi. Il me dit à un moment, il dit mais sinon, envoie-moi des bitcoins et puis avec les bitcoins, moi je peux acheter quelque chose sur place. Et là, c'est là où j'ai le moment, OK. Le bitcoin, ça peut être un bien spéculatif qui peut monter et descendre. On l'a vu déjà dans les années 2010-2015. Mais là, je commence à comprendre le produit qui est derrière. Je commence à vraiment me rendre compte qu'en fait, ça résout vraiment un problème. Pour l'envoi d'argent à l'international ? Complètement, ouais. Et puis les gens qui n'ont pas de compte en banque, les gens qui ont les pays qui sont exclus, et ainsi de suite. Et là, je commence à me dire, mais en fait, c'est pas seulement un produit, c'est complètement une philosophie dans laquelle, moi-même, en tant que jeune, j'étais, je sais pas si tu t'en rappelles, Napster, Emu, Lindonkey, toutes ces cultures peer-to-peer de téléchargement. Moi, j'étais un contributeur, j'adorais ça, et ça faisait un peu, encore une fois, de comment à quel système le système. Quand tu parles de ça, c'est des trucs de téléchargement à l'époque. En fait, on s'échangeait. Le principe, c'était de s'échanger un fichier. Tu passais tu téléchargeais plein de trucs en même temps. Emule, ça s'appelait. C'est vieux, ça. Hein. Ouais, c'est vieux. Ouais. Ça permettait de s'échanger des films, des trucs comme ça. Exact. Et tu regardais qui pouvait en avoir sur Internet pour les échanger, quoi. Donc il y a cette culture personne à personne. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exceptionnel. C'est que là, pas seulement je peux envoyer, à l'époque, on peut envoyer des images de nous-mêmes. Là, tu peux envoyer vraiment de la valeur et potentiellement une monnaie qui allait prendre l'ampleur d'aujourd'hui, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est exceptionnel, ce Bitcoin. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment transcendantal qui n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Je commençais plus à m'intéresser un peu de plus en plus. En 2016, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et là, j'ai rencontré le deuxième protocole le plus connu, donc le deuxième jeton le plus connu, qui est Ethereum. Ethereum, oui. Et le but de Bitcoin, c'était de devenir l'or digital ou une nouvelle monnaie. Ethereum, c'était complètement différent. C'est devenir Internet, mais décentralisé. Et Ethereum, en achetant un jeton d'Ethereum, c'est un peu comme si vous avez un bout d'Internet. Donc vraiment le protocole d'Internet et non pas juste une application d'Internet. Et là, je me suis dit, ça, c'est le moment... Toutes les crypto-monnaies ne sont pas les mêmes, c'est pas basé sur la même chose? Non, elles sont vraies. Internet est tout basé sur le même protocole. Dans la blockchain, mais en fait, il y a plusieurs différentes blockchains. Donc il y a la blockchain de Bitcoin, il y a la blockchain, par exemple, d'Ethereum, il y a la blockchain de Solana. C'est pas fait pareil, quoi. Non, il y a un raisonnement qui est différent. Il y a des transactions qui peuvent être de façon plus rapide ou moins rapide. La façon qu'elle est gérée, les systèmes de votation, la démocratie qui est derrière est complètement différente. Il y en a qui sont plus sécurisés, il y en a qui favorisent plus la vitesse, et ainsi de suite, en fait. Il y en a qui sont limités, d'autres pas. Non, je me dis, Bitcoin, il y en a 21 millions, par exemple. Et 21 millions, exactement. Ethereum, il n'y a pas de limite, par exemple. On peut en créer à l'infini. Et derrière, en fait, Ethereum, et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en Suisse, il y avait déjà une communauté assez forte dans le monde de la blockchain, la crypto. J'ai commencé à me voir, en fait, comment le monde allait complètement être différent et que vraiment la désintermédiation, donc vraiment d'enlever les intermédiaires financiers, allait se faire, en fait. Et c'est là que je me suis dit, c'est certain, je dois faire quelque chose là-dedans. Parce que c'est tellement gros, et tellement puissant, et ça revendique vraiment la valeur que j'avais moi-même. Et derrière, en fait, la crypto, ce que j'ai toujours, c'est que la crypto, c'est la liberté, égalité, fraternité. Et c'est ça qui est vraiment important de savoir, c'est une vraie démocratie qui est derrière. Tu as les libertés, pourquoi? N'importe quelle personne, aujourd'hui, peut recevoir des cryptos, mais qu'il appartient à toi. Il n'y a personne qui peut te les enlever. C'est vraiment ta propre crypto à toi. Tu peux l'envoyer à qui tu veux. Une égalité, parce que n'importe quelle personne, finalement, peut faire partie du réseau. Et peu importe que tu sois chinois, que tu sois musulman, tu peux faire partie de ces différents réseaux. Et la fraternité, à la fin, parce qu'il y a ce côté communautaire que tu vois rarement ailleurs. Il y a un côté très religieux, en fait, dans la crypto, mais du bon sens du terme de la religiosité, qui fait que chaque personne veut que tout le monde réussisse ensemble. On a même une expression qui s'appelle WAGMI et qui veut dire on va tous réussir ensemble. Tu vas découvrir le Bitcoin ou t'en avais déjà entendu parler avant quand même ou... J'en ai entendu parler, mais comme je disais, c'était pas... Positif? C'était pas positif, non. C'est-à-dire quoi, pas positif? Au départ, en fait, sur le premier cycle de Bitcoin entre 2010 et 2014, il y avait quand même beaucoup de personnes qui utilisaient le Bitcoin pas forcément pour la meilleure chose, quoi. Ils allaient sur le dark web, ils pouvaient s'échanger des Bitcoins contre d'autres différentes substances de ce qu'ils voulaient. Et pour l'achat de drogue sur Internet. Ce que tu veux. Parce que c'est pas tracé ou moins traçable. En fait, c'était le plus tracé, mais les gens ne réalisaient pas à l'époque. Donc si, parce que ton adresse publique, elle est publique, et le jour où tu vas changer tes Bitcoins contre des euros, des francs suisses sur une plateforme... Tu sais d'où vient le Bitcoin? Tu sais où il est, en fait.
Donc en fait, c'est le moyen le plus stupide de faire des transactions illicites, mais au départ, les gens, ils y croyaient pas, que ça allait pas forcément marcher, ou ils se rendaient pas compte de ça. Toutes les crypto-monnaies sont traçables? Quasiment, à part quelques Monero, Zcash, mais des jetons dans lesquels nous, on n'a pas le droit de travailler avec, par exemple. Tu vas investir dans le Bitcoin, toi, personnellement, tu vas mettre combien au départ? Je gagnais assez bien ma vie, mais je dépensais aussi plus qu'à chaque fois. Quand tu bossais en finance et tout, tu avais gagné un peu d'argent? Voilà. Donc j'avais à peu près entre 70 et 80, et j'ai tout mis dedans. Ouais. Tu parles en euros, là ou... 70 000, entre 70 000 et 80 000 euros, pardon, je m'excuse. Tu mets tout. En Bitcoin? Ouais, tout, ouais. À l'époque où ça vaut combien? 1000 euros le Bitcoin, et Ethereum aussi, j'ai mis beaucoup. En fait, je fais moitié-moitié. J'avais mis Ethereum, c'était à peu près entre 20 et 30 euros à peu près. Putain, incroyable. C'est 4000 euros à peu près aujourd'hui. Non, c'est ça? Ou même plus? Ethereum à peu près 3500 euros. Ouais. Donc si tu avais mis, imaginons juste 70 000 euros, en fait finalement, ça s'est multiplié par, c'était 1000 et maintenant c'est 100 000, donc imaginons. Ouais. Ça serait beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, c'est-à-dire que ça te fait 7 millions d'euros aujourd'hui avec juste ce que tu avais mis à l'époque. Quoi. Ouais. Tu les as gardés, ces bitcoins, ou tu as regretté de les avoir revendus trop vite, par exemple? On appelle ça les mains diamants, ça veut dire que c'est les gens qui vendent jamais. Je pense que c'est difficile de rester sur des performances énormes. J'en ai vendu très peu, mais j'ai diversifié en achetant plein de nouveaux projets, donc tu en perds un peu sur le chemin, après tu regagnes, et ainsi de suite. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, toujours 85% de toute ma richesse en crypto. Ouais. Toujours aujourd'hui, quoi. Et t'as pas peur du tout quand tu te couches le soir? En fait, la volatilité, c'est vraiment un concept d'ingénieur où tu dis, ah oui, la volatilité elle va te faire mal. Et c'est vrai, la volatilité peut te faire mal. Tu peux trader le marché et être fort là-dessus, mais même si tu ne traites pas, si tu es sur le long terme, en fait, tu t'en fous de la volatilité. Je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est que la volatilité en soi, c'est pour ça qu'on dit on investit toujours dans les maisons et c'est la meilleure chose à arriver. Mais en fait, c'est pas forcément vrai. La maison, c'est probablement le pire investissement que quelqu'un puisse faire. Ah bon? Je pense, ouais. Mais si tu regardes, en fait, la maison, nos parents qui sont des boomers probablement, eux, ils investissaient à l'époque dans une maison, c'était 3 fois leur salaire. Donc une maison, ils travaillaient sur 3 ans, donc ils pouvaient rembourser assez facilement leur maison. Aujourd'hui, la société te dit, vite, tu as 25 ans, il faut que tu chopes un job et après, il faut que tu fasses un crédit immobilier. T'inquiète pas, dans 25 ans à 50 ans, ta maison sera payée. Alors déjà, pour ceux qui écoutent, les étudiants, si vous avez fini vos études, n'allez pas travailler, je pense. La première chose, c'est aller voyager pendant 6 mois à l'an pour comprendre qui vous êtes. Après, trouver un bon boulot. Il faut de l'argent pour ça. Il faut travailler à McDonald's, Quick ou dans le cirque, comme j'ai fait auparavant, tu vois. Ce que j'ai fait en tout cas pour commencer. Et après, quand tu te connais, en effet, tu peux choper un travail, mais il faut essayer d'acheter une maison le plus tard possible. Parce qu'il y aura un très peu de rendement que tu vas te faire sur une maison. Moi, j'ai acheté ma maison seulement cette année. Et je pense que le raisonnement de dire aujourd'hui, acheter une maison, ça coûte à peu près 10 à 12 fois ton salaire annuel. Donc c'est 4 fois plus qu'au temps de nos parents. C'est même des crédits sur 25 ans maintenant. Ouais. Mais même si sur 25 ans, la somme initiale elle est énorme en fait. Et si vous achetez votre maison maintenant, en fait, vous rentrez dans le système. Qu'est-ce qui se passe derrière? Vous devez plus prendre de risques. Ouais. Et plus prendre de risques derrière, ça veut dire vous allez probablement pas bien investir votre argent au niveau de temps. Et vous allez faire votre métro, dodo. Et après, finalement, tu rembourses ton crédit, tu peux pas faire autre chose. Quoi. Tu peux faire autre chose. Et sinon, tu vas faire ton livret A qui va te faire du 4% analysé. Mais au moins, c'est sûr. Il y en a plein dont je fais partie. On a besoin d'avoir, tu vois, de se dire, tiens, au moins, on est sûr d'avoir une maison. C'est quand même important dans un monde aujourd'hui, tu vois, tellement. Je pense que, si vraiment tu penses que le système t'accompagne et tu restes dans ta classe sociale et tu es heureux, je pense que c'est génial. Et tu ne veux pas prendre riche, je pense que c'est vraiment important à ça dessus. Mais je pense que malheureusement, c'est les gens qui se font pigeonner un peu. Est-ce que l'un empêche l'autre? Est-ce qu'on peut acheter une maison et puis garder 3% de ce qu'on gagne par mois pour le mettre en crypto-monnaie si effectivement c'est un truc qui craque? Tu vois ce que je veux dire? Commencer en tout cas, pas tout changer le braquet du jour au lendemain, quoi. Je pense que tu peux toujours viser à acheter une maison si tu penses que c'est vraiment important. Mais si tu regardes les Allemands, tout le monde loue, par exemple, en Allemagne. Et c'est pas forcément quelque chose qui est important. Il y a forcément des propriétaires. Il y a des propriétaires, mais qui sont de la vieille génération. C'est ça que je veux dire. C'est que si à l'époque, ça valait 3 fois ton salaire annuel, ça fait du sens. Mais là, on a investi dans un bien qui faut 12 fois son salaire et dans lequel, après, on rentre dans un système où on est obligé de payer des crédits. Après, les crédits à la consommation pour repayer ton crédit, pas prendre de risque. Le jour où tu te fais virer, tu arrives dans une spirale qui est assez négative et t'as plus en fait d'argent qui te permet de vivre sur le côté.
Oui, je te disais, parce que moi, je disais, tiens, je fais partie de ces gens-là, etc. Mais j'en reviens aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que je vois effectivement que t'as beau mettre de côté, de machin, de trucs, finalement, t'as pas un gros rendement par mois, c'est peut-être 3%, 4% sur des trucs. Tu dis, bon, ça va pas te faire changer de vie du jour au lendemain, quoi. Non. Mais ça arrive à mes amis aussi aujourd'hui, tout le monde se rend compte un peu de ça. C'est-à-dire que, bon, finalement, ça patauge, ça traîne un peu, quoi. Complètement, ouais. Et je pense que repartir sur l'investissement, l'immobilier, c'est mauvais, et les actions, en fait, tu peux si tu vas dans la technologie. Mais je pense que ce qu'il faut absolument faire, si tu veux changer drastiquement de vie, et tu vas aller de 0 à 1 million et devenir multimillionnaire, tu dois, surtout si tu es jeune, prendre énormément de risques, je pense. Et le risque, si tu regardes sur le moyen long terme, sur le Bitcoin, si tu fais, ou sur l'Ethereum, ou sur Solana, ou sur le Swissborg Token, ainsi de suite, tu vois que le risque, sur le court terme, ça fait mal, mais si tu prends sur 5-10 ans, en fait, le risque, il est dispersé et il fait beaucoup moins mal. Et surtout, si tu as les bonnes techniques de comment investir, on va dire 200 balles tous les mois et ainsi de suite. Tu dis Swissborg Token, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bout de ta boîte, c'est ça? C'est pas une crypto-monnaie, ça? Alors, si. Donc, en 2017, on a fait notre crowdfunding et on a créé notre jeton. Et notre jeton, c'était pour financer finalement Swissborg. Et après, on a fait aussi un crowdfunding sur la société. Donc, aujourd'hui, on a les parts Swissborg, on a un jeton. Le jeton, en général, c'est pour devenir membre, de voter sur le développement de la société, pour avoir moins de frais, pour permettre finalement d'avoir une meilleure expérience au sein de Swissborg. Que la part, c'est juste une part salariale, de permettre d'avoir des dividendes ou autre, finalement. Ouais. D'accord. Donc, c'est vraiment une part d'une boîte normale. Donc, tu vas créer Swissborg, justement. Donc, tu as investi 70 80 000 euros à l'époque, en 2016. 2017, tu vas créer Swissborg. Ouais. Pourquoi Swissborg? Suisse, bon. C'est en Suisse? C'est en Suisse, et en fait, il y a la démocratie qui est derrière. Et quand je disais tout à l'heure liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment important, en fait. C'est de comprendre que tu es en train de remettre en valeur la démocratie à travers une plateforme qui est complètement Borg, démocratique. ça veut dire démocratie? Non, ça, c'est la Suisse. Borg, c'est cyborg. Donc, le monde augmenté par l'AI va devenir des cyborgs à terme. Tu vas donc faire ta campagne de financement participatif, tu vas dire à tout le monde, machin, etc. Vous allez lever 52 millions d'euros. Incroyable, oui. Ouais. En l'espace d'un mois. Tu t'y attendais quand même les 70 000 euros d'économie, d'un coup, boum, tu te retrouves avec 52 millions pour créer ta boîte. Tard, ouais. Je pense que si tu arrives vraiment à partir, encore une fois, à te visionner, à dire sur qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire sur 5 ans, et à vraiment faire de façon d'avoir de la discipline, travailler vraiment dur, mais aussi vraiment valoriser ta communauté et créer quelque chose qui est vraiment plus grand que toi, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à être intéressés à ce message. Et je pense que c'est ça que la crypto a réussi à faire, contrairement à la finance traditionnelle. Parce qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de personnes tout le monde utilise Google, tout le monde utilise Facebook, ou probablement Instagram, ainsi de suite. Personne n'a les actions de ces deux groupes. Et je pense à crypto, ce qui est génial, c'est que très souvent, les gens ils commencent à investir, en fait, l'immobilier en général, c'est le premier, mais en deuxième, ils continuent avec la crypto, et ils veulent voir cette mission, ils veulent voir le produit évoluer. Et c'est vrai que ce crowdfunding était incroyable. Si jamais, là, quand tu prends 52 millions, enfin, tu prends pas d'ailleurs, c'est pas pour toi, mais pour faire la boîte, etc., machin, tu bosses beaucoup, là, c'est énorme. C'est beaucoup de boulot. Ouais, j'avais perdu 8 kilos, moi. Ouais, c'était intense, ouais. Puis je suis pas hyper balèze non plus, quoi. Ouais, là, t'as des petites cernes, là. Hein. Ouais, je pense qu'en ce moment... C'est un mélange des enfants et du... Des enfants, du bull run, ouais, aussi, ouais. Et du bull run. Ouais. Le bull run, c'est la grosse montée. La montée, ouais, en ce moment, c'est... Qui a dépassé, du coup, ça a dépassé pour la première fois 100 000 euros le Bitcoin, et donc ça a explosé, quoi. Exactement. Ça t'a demandé plus de travail? Ouais. Plus de nuits où tu es obligé de vérifier plein de choses qui se passent bien. C'est un bonheur positif, mais c'est clair que ça fatigue. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le bull run? Parce que tu parles de bull run, qu'est-ce que c'est? C'est super important de comprendre qu'il y a des cycles qui sont de 4 saisons. Et dans les 4 saisons, tu as le printemps, où là, il faut semer les graines, il faut absolument investir au plus. Ensuite, tu as l'été, qui est vraiment ce bull run. Et après l'été, tu as l'automne où tu dois commencer à récolter tes fruits. Et l'hiver où en général, j'espère que tu auras déjà vendu une grosse partie. Et de nouveau, tu commences à probablement réinvestir de nouveau. Mais comment on sait dans quelle saison on est? Parce que ce n'est pas des saisons qui sont corrélées aux saisons de la vie. Non. Donc comment tu sais? Il faut être quand même un minimum initié ou écouter ce qu'il en est. En tout cas, chez Swissborg, nous, on l'explique vraiment. On a dit que 2023, c'était l'année qui était probablement
où on devait semer, et 2024 aussi. Là, on commence à arriver dans l'été, donc vraiment, on voit l'explosion des prix. Et l'explosion des prix de chaque crypto est toujours basée sur l'offre et la demande, forcément. Plus il y a de demande, plus le prix d'une crypto augmente. Et puis, si l'inverse se passe, donc après l'automne, ça va aller encore. Et probablement après, il y aura un moment où il y aura plus de vendeurs que d'acheteurs. Et c'est là que le prix va probablement descendre. Donc, qu'est-ce que le bull run? Le bull run, c'est le moment où beaucoup de personnes se font de l'argent. C'est bon, beaucoup de personnes se font de l'argent. Ouais. En tout cas, alors je ne sais pas s'ils réalisent l'argent, mais les cours augmentent énormément. Les cours augmentent, c'est-à-dire qu'un bitcoin qui valait 10 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, on va dire, il y a 6 mois, va valoir aujourd'hui, le bitcoin va valoir 100 000. Il y aura une inflation. Donc c'est le moment où il y a le taureau, en fait. C'est le taureau qui court. Et le taureau, il y a des cornes, forcément, donc ça monte. Et après, c'est pour ça. Et après, le bear market, qui est l'ours. Et l'ours, qu'est-ce qu'il va faire pendant l'hiver? Il va creuser son trou. Donc il faut vendre pendant le bull run? Non, il faut laisser, justement, c'est l'été, donc il faut vraiment laisser les fleurs. Et c'est plutôt où les fruits pousser. Et c'est vraiment en automne qu'il faut commencer à récolter. Ouais. C'est une vision très suisse, très agréable. Au début, les gens te disent que, parce que c'est bien beau de pareil quand ça marche, puis c'est intéressant de comprendre la création, ton entourage te dit que tu vas te planter, les gens te disent que tu vas te planter, ou au contraire, les gens se disent putain, il a l'idée du siècle? Non, tout le monde dit que c'est nul. Ce que tu dis toujours, c'est... Surtout en 2017 ou 2017, tu parles, tout le monde rigole à ton nez. Et puis, chaque cycle, il y a de plus en plus d'acteurs et de personnes institutionnelles, donc des banques ou maintenant des présidents comme Trump qui te disent « Mais non, en fait, c'est extraordinaire ce que vous faites. » Mais c'est clair, au départ, non, tout le monde te dit « Mais pourquoi t'as quitté la finance traditionnelle, Cyrus? En costard-cravate, t'étais beau gosse, tu gagnais super bien, t'avais plus qu'à acheter ta maison et t'aurais été tout refait, quoi. » Et en fait, pas du tout. Tu serais juste rentré dans cette case, encore une fois, qui fait que tu restes un pion de la société et t'arrives pas vraiment à faire évoluer la société là, en fait. C'est ça qui était, pour moi, que je pouvais pas rester là-dessus, quoi. Si on pouvait expliquer à quelqu'un juste Swissborg, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui n'y connaît rien. Ouais, en gros... Le plus simplement possible. Ouais, c'est une application aujourd'hui qui est très simple, dans laquelle tu peux télécharger, tu crées ton identité dessus, ensuite tu peux déposer tes monnaies locaux, euros, francs suisses, ce que tu veux. En quelques secondes, ça crée un compte virtuel. Et ensuite, tu peux échanger n'importe quelle monnaie courante à n'importe quelle crypto de façon la plus facile et encore une fois au meilleur prix, parce qu'on a vraiment ce moteur intelligent qui arrive à trouver n'importe quelle crypto au meilleur prix. Et ensuite, tu peux faire du rendement avec, tu peux construire des paniers. Donc, ce que les gens, si vous ne savez pas du tout investir en crypto, vous ne pouvez pas choisir laquelle. Il y a des paniers dedans où il y a plusieurs différents jetons. Ah oui, tu prends par exemple 100 €, il y a 2% de ça, 3% de ça. Exactement, et il y a des différents thèmes. Un, c'est dans la finance décentralisée, l'autre, c'est sur les blockchains, et ainsi de suite. Donc, un sur les mèmes, par exemple, qui était dernièrement qui a très bien performé. Et après, il y a encore plein d'autres produits et services qui peuvent remplacer un peu une banque privée, mais pour monsieur tout le monde. Et tu peux commencer avec 100 balles, tu peux commencer à mettre 100 000 balles, 1 million, ce que tu veux, quoi. C'est-à-dire quoi une banque privée? Tu es une banque? Non, on n'est pas une banque aujourd'hui, mais on offre des services similaires qui permettent de faire de la gestion et ainsi de suite pour que monsieur tout le monde arrive finalement à gagner là-dedans. C'est quoi un service, par exemple, que vous offrez comme une banque privée? Ça veut dire quoi? Parce que c'est juste un mandat. Par exemple, on est en train d'offrir des mandats bientôt, donc tu peux déposer ce que tu veux. Et derrière, Swissborg va en fait gérer en fait, ton argent, en fait, si tu veux directement. Ah oui, directement. Tu peux dire, tiens, j'ai 1 000 €, vous gérez? Ouais. Et vous annoncez un pourcentage à l'avance ou non? Non, c'est sûr. C'est pas garanti. Hein. La seule garantie, je dirais, c'est que probablement ces mandats perdront 30 à 40% à un moment. Ça, c'est certain. Il faut comprendre. Mais sur le long terme, on espère qu'on va faire des rendements qui seront très bons. C'est quoi l'objectif? Tu fondes cette boîte, Swissborg. C'est quoi ton vrai objectif? Pourquoi tu fais cette boîte? Ce qui est drôle, c'est que souvent les entrepreneurs, on se dit, est-ce que tu l'aurais fait si tu avais su à quel point c'était difficile? Probablement pas. Donc, ce qui était vraiment important pour moi, c'est de devenir vraiment un millionnaire. Et quand je dis un millionnaire, c'est pas avoir 1 million d'euros, ou 1 million de bitcoin, ou 1 million de valeur de bitcoin, pardon. C'était d'aider 1 million de personnes. Et je pense que ça a toujours été vraiment ça. Dans ma philosophie, c'est comme quand dans un avion, tu as brace, là, tu mets l'oxygène sur ton nez, là, avec le masque. Et une fois que tu arrives à être indépendant financièrement, tu le donnes aux autres. Et moi, j'ai réussi à faire ça. Et je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être incroyable si j'arrive à changer la vie de plusieurs personnes, surtout des personnes dans lesquelles ils n'ont jamais vraiment eu cette chance.
Si tu regardes surtout dans la société française, dans laquelle j'ai vécu quand même 15 ans, ben les cartes sont toujours jouées dès le départ. Tu nais dans une famille, tu restes probablement dans cette catégorie, tu choisis ton lycée ou le lycée te choisit. Tu as Napoléon qui te dit je vais faire les grandes classes préparatoires, les grandes classes préparatoires te met à l'ENA, qui te mettent à l'HEC ou ils te mettent à Sophia, qui te mettent à Polytechnique. Après tu as ces super jobs et tu contrôles un peu le monde. Et ce qui est génial derrière de l'investissement et surtout dans la crypto, ben, tu peux changer un peu la carte. Et c'est ça qui est assez, je trouve, qui était assez incroyable. Investir en crypto et comprendre la crypto, c'est ultra complexe. Je pense que Swissborn, on a essayé vraiment de démystifier ça au maximum. On a essayé de rendre une plateforme très simple, très sécure, très régulée aussi, ce qui est très important. Tu le vois aujourd'hui, plein d'acteurs concurrents qui sont en train de partir de la France, ainsi de suite, parce que ça a toujours été un peu des crypto-casinos. Et je pense que nous, on a vraiment réussi justement à rendre le produit sexy, mais aussi super simple. On peut le laisser, le Bitcoin qu'on achète ou là, sur la plateforme. On est obligé de le prendre sur une clé coffre-fort, un ledger par exemple. Non, notre ami Bistak, il a bien vraiment défini ça. Et c'est clair que si vous êtes ingénieur ou si vous avez vraiment une volonté de prendre vos tokens sur une clé USB ou un ledger, je pense que c'est super bien. Mais je pense qu'en revanche, 95% des personnes ne devraient pas faire ça. Parce qu'il faut quand même comprendre le protocole derrière, pas plein ses clés privées, ainsi de suite. Et puis derrière, si vous partez, vous mourrez, il faut quand même avoir une solution derrière pour donner ça à vos enfants ou à vos femmes, et ainsi de suite. Comment vous gagnez de l'argent? Comment on gagne de l'argent quand on fait une boîte comme ça là-dedans? Chaque transaction, il y a un frais de courtage. C'est très simple. En revanche, c'est complètement transparent. On est une des rares plateformes qui ne prend pas de spread, qui ne prend pas de backshish, on va dire, que la plupart des autres sociétés font ça. Donc tout est transparent, on le voit en temps réel et on voit exactement les frais qui sont payés. En fait. Est-ce que tu as un Bitcoin entier? J'en ai plusieurs, ouais. Tu penses que ça peut monter jusqu'à combien? Là, c'est à peu près à 100 000 € le jour du tournage. Tu penses que ça peut monter jusqu'à combien? Alors, c'est toujours compliqué de s'avancer parce que tu sais que la vidéo elle va rester 10 ans. Ouais. Et tu peux avoir raison et tu peux avoir tort, mais personne ne sait, sinon tout le monde... Voilà. Il y a 7 ans, quand j'étais dans une salle avec plein de banquiers, il était à peu près à 4 000 à ce moment-là, j'ai dit qu'il irait à 100 000. Tout le monde a rigolé dans la salle. Tout le monde s'est moqué de moi. Mais ici, il est con, celui-là. Et ainsi de suite, ça ne marchera jamais, son truc. C'est une arnaque, ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment de limite, en fait, je pense, au Bitcoin en soi. C'est juste, il faut voir à chaque cycle. C'est quoi un prochain palier que tu penses possible? En tout cas, dans ce cycle-là, qui je pense qu'il va encore durer probablement jusqu'à l'été. Dans un cas un peu pessimiste, je pense que ça serait 135. À un cas, on va dire, moyen, ça serait plutôt 180 000. Quasiment doublé. Exact. Et puis, un cas plus prononcé, on sera à 250. Ouais. Ah, tu penses que ça peut... Est-ce qu'un jour, ça peut atteindre 1 million d'euros? C'est les discussions qu'il y a de plein de gens. Personne n'est d'accord là-dessus. C'est quoi ton opinion? C'est juste une question de temps. Ça veut dire que ça vaudra juste 2 fois plus que l'or en soi. Donc, je pense que si le Bitcoin continue à prendre son cours, à créer vraiment de la valeur, et derrière que les pays commencent à s'adosser sur le Bitcoin comme El Salvador, ou comme bientôt d'autres pays qui sont en train d'en parler et qui sont en train de réguler, il y a une forte chance. Trump, c'est lui qui a un peu propulsé les derniers 30%, on va dire, sur le marché. Et c'est lui qui a été clair à dire, il faut absolument que les États-Unis deviennent la place majoritaire pour la crypto. Et pourquoi ils veulent ça? Parce qu'ils ont déjà réussi à faire ça avec le Nasdaq. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Nasdaq, c'est aujourd'hui l'indice qui englobe toutes les sociétés technologiques américaines. Et c'est pour ça que la Silicon Valley, ainsi de suite, a tellement réussi, parce qu'il y a tellement d'argent qui est investi à travers ce marché. Donc là, ils veulent juste reproduire ça à travers la crypto. Et l'Allemagne, par exemple, les pauvres, ils ont vendu ça dernièrement à 50 000. Ils ont vendu au mauvais moment. L'Allemagne, il y avait une réserve fédérale, ils ont tout lâché au moment où ça montait. Ouais, au pire moment. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. Ouais. On voit la différence. On voit des pays qui veulent prendre du risque et qui comprennent que leur dette est tellement énorme, 2 trilliards de dollars aujourd'hui aux États-Unis de dette. Le seul moyen, en fait, de diminuer leur dette, c'est d'investir dans quelque chose qui fait du sens. En fait. Et tu vas avoir un coup dur, en fait, à un moment donné. Tu disais lever au départ, tu as une période de vide. Est-ce que tu peux expliquer comment au début, ça se fracasse? C'est-à-dire que le Bitcoin baisse et toi, tu as fait une énorme levée de fonds et finalement, tu te retrouves avec une boîte où tu te dis que ça peut s'arrêter très vite.
Pas seulement ça, tout l'argent que j'avais investi, on avait fait notre crowdfunding à un moment où ça s'est retourné, en plein automne, on va dire. Donc c'était en 2018. Moi, j'ai perdu aussi probablement entre 80 et 90% de tout mon argent aussi. Mais j'étais quand même plus que ce que j'avais mis au départ, parce que j'étais vraiment au départ de 2016, donc ça c'était cool. Mais c'était quand même un choc qui était énorme. Puis ce qu'on avait levé, il y avait une grosse partie qui était en crypto. Donc les 52 millions qui ont perdu 90% ne valaient plus pas 5 millions, parce qu'on a réussi à en vendre tout ça, mais valaient plus que 20 millions. Et ce qui était assez triste, c'est qu'il y avait eu quelques journaux qui avaient mis comme quoi on était des fraudeurs, qu'on était vraiment un scam, j'étais un peu le chef gourou assez sombre de la crypto et ainsi de suite. Et c'était assez triste de voir qu'on me tirait vers le haut et puis au moment que ça allait mal, on me tirait vers le bas. Ma famille jusqu'en Iran, ils étaient au courant de ce journal et ainsi de suite. C'était assez négatif, mais on l'a montré avec le temps qu'on peut se baigner dans l'été, mais on peut aussi se baigner dans le lac en hiver et réussir à se relever les manches et travailler encore plus dur et créer une application qui allait changer l'histoire de la crypto. Ouais. Parce que tu vas faire 31 millions d'euros au départ, première levée, mais il vous manque 30 millions d'euros. Vous allez mettre une campagne en place. Venez fêter le 31 en investissant dans le token Swissborg, on vous offre 10%. Ça fonctionne parce que vous récupérez 1 million le soir même, 30 millions en 4 jours. Ouais. Énorme carton, ça monte. Chute du Bitcoin 2022, c'est vraiment en dents de scie, quoi. Ça monte, ça remonte très fort, ça rebaisse. Le Bitcoin donc, perd 30% de sa valeur, donc t'en parlais avant. Puis 2024, sondage Ipsos, 12% des Français détiennent de la crypto. Donc ça y est, ça arrive vraiment sur une masse, ça commence en tout cas à arriver fort, etc. C'est en dents de scie tout le temps. Là, on est sur une période qui est très haute maintenant. Tu dis qu'on peut encore vraiment monter. C'est quoi la prochaine étape pour Swissborg, pour finir ? Ouais, c'est une super bonne question. Je pense que dans chaque cycle, il y a eu des prouesses technologiques au sein de cette industrie. Et je pense qu'on va arriver dans le prochain cycle dans lequel on va réussir vraiment à utiliser de plus en plus la blockchain et la crypto, pas seulement pour investir, mais pour vraiment utiliser en fait cette nouvelle Internet. On parle très souvent d'Internet Web 1 qui était celui dans lequel tu peux faire la lecture, le Web 2 dans lequel on pouvait commencer à partager sur Facebook, sur YouTube, et ainsi de suite, et à créer de la data, que cette data, c'est ces sociétés qui sont derrière qui vont vendre cette data et faire de la publicité, faire beaucoup d'argent à travers cette data. Et je pense que la volonté de Web3, qui arrive sous peu, avec des jeux vidéo, avec des réseaux sociaux. Web3, c'est le métaverse, c'est ça ? Exact. Ça peut être aussi la métaverse aussi, mais en fait, c'est comment utiliser en fait, le Internet de demain à travers la technologie de la blockchain. La bienveillance de ça, c'est que en utilisant la blockchain, en fait, tu produis de la data et ces data sont finalement des jetons. Et ces jetons peuvent te permettre de faire partie de ce réseau et t'enrichir énormément. Et l'exemple que j'aime bien utiliser très souvent, c'est est-ce que tu connais le premier taxi driver de Uber ? Non. Non. Est-ce que tu connais le premier gars qui a mis son appartement sur Airbnb ? Non plus. L'argent qui allait dans tout ce réseau est allé aux actionnaires. Mais il n'est jamais allé aux utilisateurs. Et je pense que c'est ça le problème que tu as en fait d'Airbnb, de Uber, ainsi de suite. C'est en fait comment être sûr que tu arrives à donner de la valeur et à permettre à tes utilisateurs de devenir rois et reines, et non pas devenir esclaves. Parce que si aujourd'hui YouTube peut donner X% à des compteurs, des créateurs de content, mais demain ils peuvent l'enlever en fait. Et en fait, ce qui est génial dans la Web3, c'est que avec les jetons, à chaque fois que tu participes à la plateforme, tu as des jetons. Chez Swissborg, dès que tu votes, chaque mois on vote sur différents... C'est très suisse, donc tu as des votations, des référendums et autres. Chaque fois que tu votes, on te distribue tes tokens en plus par rapport à ça. Donc à chaque fois que tu contribues au réseau, en fait, tu arrives finalement à avoir une participation directe et de ce fait-là, en fait, à gagner de l'argent. C'est plein de succès, c'est un échec aussi en 2021. Tu parlais d'un crowdfunding, donc là c'est 24 millions de personnes qui participent. Tout le monde achète vos jetons, mais la période d'hiver arrive, ce que tu appelles la période d'hiver, donc ça baisse d'un coup. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Ça perd combien ? La première fois qu'on a fait une levée, donc notre token était à 8 centimes, c'est monté à 12 centimes, puis c'est descendu à moins d'1 centime. Donc on a perdu 99% de la valeur en fait, du cours du jeton. Et c'est là justement que tout le monde disait que Swissborg c'était un scam, et ainsi de suite. 24 000 personnes qui investissent et d'un coup ils perdent 95% de leurs revenus. Ouais, ils récupèrent après ou pas ? Imagine ceux qui ont investi à ce moment-là.
Bah là, je peux dire, ils ont changé à jamais leur vie. Ils ne travaillent plus, quoi. Parce que le cours, après, il a fait 1600% l'année d'après. Et puis, il est passé d'1 centime à 1,67 $. Donc, il a fait 1600%. Ouais. Le token? D'accord. Et donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de volatilité. Mais si, encore une fois, tu crois dans la valeur que derrière Swissborg, où chaque application est derrière, qui est là pour être pérenne et qu'il y a une activité derrière, et tu sens qu'il y a quelque chose qui va durer sur le long terme, bah, c'est pas très grave de perdre 99%. Il faut juste, à ce moment-là, pas pleurer. Pas très grave, mais c'est inquiétant quand même. C'est horrible. Oui, c'est horrible sur le moment même. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire l'abstraction sur le moment même et dire, c'est bizarre d'aller se baigner en plein hiver dans un lac ou à la mer quand il fait froid. Mais c'est à ce moment-là, il faut se dire, si tu y crois, faut réinvestir à ce moment-là. Disons que si tu mets 1 000 € et que tu regardes ton compte, il n'y a plus que 10 le lendemain, ça peut faire peur, quoi. Ça fait peur. Et là, il ne faut pas toucher. Il faut investir. Ce qui est réellement vrai, c'est qu'il faut investir. Si tu crois. Moi, j'ai réinvesti, par exemple, de nouveau énormément d'argent quand j'ai vu le Bitcoin à 16 000 en 2022. Parce que je dis, c'est génial. Et pourtant, il était à 68. Et je dis à ce moment-là, tu vas avoir il était à 68 quoi? 68 000 € ou dollars en 2021 et en 2022, il est tombé jusqu'à 16 000 en fait. Ah oui. Et tu as continué d'en acheter? Ouais. En pensant qu'il va remonter après? En espérant qu'il remonte après? Il y a énormément d'émotionnel sur le marché. Pour vraiment comprendre comment gérer le marché, je ne dis pas que c'est fait pour tout le monde, il ne faut pas toujours traiter le marché. Le meilleur moyen d'investir, c'est si tu mets 200 balles, 20 balles, 2000 balles, ce que tu veux tous les mois. Et tu laisses ça, et ça, tu peux chercher Swissborg. Dans les monnaies, tu penses qu'ils sont justes, que tu aimes bien, en tout cas. Si tu aimes bien traiter et être un trader, quand tout devient euphorique, la fête est trop folle, il faut partir. Il ne faut pas attendre 2 h du matin, il faut dire à minuit, tu dis merci les copains, et tu t'en vas gentiment de la soirée, tu vas dormir. Et au contraire, quand tout le monde est en dépression et que là, tu vois que tout le monde dit « Ah, mais le Bitcoin, c'est une arnaque, ainsi de suite, c'est la fin », c'est là qu'il faut investir. Et je sais que tout le monde qui va écouter cette émission, malheureusement, vous allez faire l'inverse. Mais après un cycle, après 2 cycles, après 3 cycles, vous allez bien le faire, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la richesse, vous pouvez seulement la construire sur 3 cycles, c'est en général 12 ans. Mais au lieu de faire du 4% annualisé et de mettre 200 € par mois et faire ça sur 20 ans et gagner à la fin peut-être 100%, là, vous pouvez potentiellement faire un gain qui peut être 100, 200, 300, 500, 1000, 2000% en fonction du risque que vous prenez. Et je pense que ça, c'est super important à comprendre. Ouais. Toi, tu as réussi, là, tu as 41. Tu as réussi à te mettre à l'abri financièrement? Qu'est-ce que c'est l'abri pour toi? Justement, pour chacun, c'est différent. Pour certaines personnes, ça va être... Si tu habites à Montpellier, ça va être de se dire je veux mon appartement qui vaut 70 000 € plus 100 000 € de côté pour m'acheter une voiture et pouvoir partir en vacances. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ouais. Et pour aller laisser à mes enfants et machin. Pour d'autres, ça va être sur Paris, tiens, un appartement de mes rêves, c'est 1 million d'euros. Il me faut au moins 1 million d'euros plus un autre million d'euros pour arrêter de travailler. Je dis n'importe quoi. Ouais. Ça va être 2 millions d'euros. Pour chaque personne, c'est différent. Est-ce que toi, tu sais, parce que pour pouvoir prendre des risques, c'est aussi agréable d'avoir de quoi se dire, tiens, au pire, je suis sécurisé. C'est un terme qui est utilisé par beaucoup de chefs d'entreprise. Tiens, est-ce qu'ils se sont sécurisés pour pouvoir prendre des risques? Je pense un peu, mais pas assez probablement pour certaines personnes. Moi, j'adore le risque. J'ai fait de la breakdance, j'ai fait du MMA, j'ai fait énormément de sport et de vie. Ma vie est basée sur le risque. J'ai toujours trouvé que finalement, si tu crois vraiment dans ce que tu fais, tu vas réussir énormément. Si tu arrives à se projeter, ça va t'entourer des bonnes personnes et ainsi de suite. Ce que je pense que j'ai très bien réussi à faire, c'était vraiment mon art, je pense que c'était ça. Et que ma mère qui m'a vraiment dit toujours, il faut t'entourer avec les meilleures personnes. Aujourd'hui, oui, il y a plein de gens qui me disent, mais Cyrus, investir en immobilier. Vas-y, investir en immobilier. Non. Pourquoi j'allais faire du rendement aussi bas? Et donc, moi, le Bitcoin, je le vois, comme je t'ai dit, à plus de millions. Donc, est-ce que je vais vendre aujourd'hui mes bitcoins pour avoir un rendement à 4% sur le CAC 40? Non, mais tu t'es pas sécurisé sur une partie pour dire, tiens, au moins j'ai tant d'euros.
Ouais, alors j'ai acheté une maison en effet, et derrière j'ai collatérisé un peu des actions dans lesquelles il y a moins, donc tu as un peu un plan B, ouais, en effet. Mais mon plan B a toujours pour moi été le Bitcoin, quoi. C'est ça le plan B, quoi. Et puis Ethereum et Borg et ainsi de suite, tous les différents tokens dans lesquels j'y crois. Mais je raconte l'histoire que j'ai racontée quasiment à personne. Là, tu vas penser que je suis fou. Et maintenant, je réalise que j'étais probablement fou, mais en 2021, fin 2021, il y a un entrepreneur qui vient me voir, qui avait une sorte de Swissborg, mais aux États-Unis. Donc du coup, tu rajoutes un 0 en termes de revenus, tu rajoutes un 0 en termes d'employés. C'est en anglais, non? C'est 10 fois plus que l'Europe, hein, parce que le marché est plus grand, et ainsi de suite. Cette société-là, avec laquelle je m'entends super bien, donc un chairman qui est aussi suisse. Un chairman, c'est? Pardon, le chef de conseil d'administration. D'accord. Donc bon, un gros des partenaires qui étaient derrière, qui était en plus suisse, et ainsi de suite. Cette société est très similaire à la nôtre, sauf qu'eux, ils étaient un peu plus âgés, nous, on était un peu plus jeunes. Nous, on avait vraiment cette expérience de crypto et ainsi de suite, côté natif. Eux, c'était un peu plus la fintech traditionnelle, mais dans le monde de la crypto. Donc, il y avait quand même ce mariage, nous, l'Europe, eux, les États-Unis. Je leur parlais souvent, j'aimais bien cette boîte. C'était une boîte qui, la société était cotée, et ainsi de suite. Puis ils viennent me voir, ils me disent, bon, Cyrus, travaillons ensemble. Je dis, ouais, tu voulais travailler sur quoi? Nous, on a cette expertise, finance décentralisée pour du rendement, tout ça. Ils disent, non, mais marions-nous. Je dis, ok, mais comment tu vois ça? Il me dit, écoute, on vous rachète, et puis, mais sans côté américain, on rachète, mais vous gardez ce que vous faites, et vous créez probablement à terme notre technologie, on peut s'aider, et ainsi de suite. Votre vision avec notre vision ensemble, c'est pas un rachat agressif. Et je dis, ok, ce serait combien à peu près? Ils me disent 1 milliard. Donc là, j'écoute quand même. Donc moi, j'ai 37% de la boîte à ce moment-là, donc ça me fait 370 millions pour moi. Et là, je dis, bon, je vais en parler quand même aux partenaires, parce que je passe la boîte. Et les gars, ils me disent, c'est énorme quand même. Et, vous êtes combien d'associés à ce moment-là? On est 5, tous les employés, ouais. des employés fondateurs. Ouais. D'accord. Puis je leur dis, voilà ça. Ils me disent, mais il y a combien en actions et il y a combien finalement en cash? Ils me disent, il y a 300 millions en cash. Et petit à petit, on parle pas mal avec eux et on se rend compte qu'on n'arrive pas vraiment à voir comment notre communauté va gagner à travers ça, parce qu'on avait quand même ce jeton. Finalement, on a refusé. Et je pense que je suis très fier de ça. Alors, la société, elle a fait faillite derrière tout ça. Donc, ah bon? Ouais, pas de chance, ouais. Parce qu'ils étaient mélangés avec, avec différents trucs. En 2022, il y a beaucoup de sociétés crypto, même très grosses, qui sont fait faillite. Le but n'a jamais été pour nous enrichir, mais d'enrichir notre communauté. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment le but numéro 1 et qu'on gardera toujours. Ouais. Tu dis que la France fait partie des acteurs majeurs en termes de crypto. Juste pour terminer sur la politique française et la crypto-monnaie, ça a été bien fait en France? 100%, ouais. Je pense que la Suisse était quand même l'acteur européen qui a commencé vraiment à mettre ça en place, parce qu'il y avait énormément de liens logiques par rapport à le côté démocratique de la blockchain, le côté décentralisé du pays, de la Suisse aussi. Donc il y avait vraiment plein de façons que la blockchain est organisée, que le régulateur aime bien. Et puis Ethereum, cette crypto qui veut le remplacer à Internet, a été créée en Suisse et ainsi de suite. Donc c'est la Suisse qui a commencé. Et après, ce qui était très très bien fait, c'est que l'autorité de marché financier français a vraiment réussi à partir de 2020 à s'intéresser, à créer un cadre européen qui s'appelle le MiCA, dans lequel on espère on va être régulé par eux. Et aujourd'hui, on est régulé par la PSAN, qui est la régulation en France. Et en tout cas, l'acteur français, l'autorité de marché français, a vraiment fait de façon de créer et harmoniser, je pense, le marché, et à créer des règles. Et pour toutes les sociétés comme le nôtre, on a une clarté qui est bonne, ce qu'il n'y a pas, par exemple, aux États-Unis encore aujourd'hui. Il y a Christine Lagarde, qui était présidente de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui a dit en 2022 les crypto-actifs ne valent rien. Donc, ils n'y croient pas tous encore, finalement. Comme on dit en crypto, il y a le côté FOMO, Fear of Missing Out, donc d'avoir peur de manquer quelque chose. Christine Lagarde, quand elle était au Fonds monétaire international, elle était quand même assez pour, et puis à l'ECB, elle était contre. Il y a quand même le fait que est-ce que le Bitcoin va remplacer l'euro, est-ce que le Bitcoin va remplacer le dollar, ainsi de suite. Donc il y a quand même, je préfère protéger un peu mes positions, ce que je peux comprendre. Mais à terme, tout le monde a essayé d'arrêter finalement la crypto, et on le voit aujourd'hui. Les plus gros financiers de l'histoire sont en train de l'adosser, les présidents des plus gros pays aussi. Je crois qu'on a fait ce tournant maintenant et qu'on est finalement
des acteurs qui vont changer l'histoire demain, quoi. En 2022, Swissborg valait $1 milliard. C'était à peu près ça, voilà. Ouais. C'est toujours le cas? Non. Aujourd'hui, c'est à peu près entre 350 et 400 millions. Le cours du jeton est descendu, mais il s'est bien apprécié dernièrement et on est assez confiant de voir que ça va probablement faire des étincelles dans la suite. Ouais. Ça peut doubler en 6 mois, en fait. Comme si tu regardes l'historique, en effet, tu vois qu'il y a beaucoup de volatilité dans le jeton, parce qu'on est beaucoup plus petit que celui du Bitcoin, forcément. Donc, plus l'utilisateur sur l'application, plus il y a d'engouement, plus on crée de l'utilité en fait à ce jeton-là, plus les gens deviennent intéressants. Et dernièrement, on a fait énormément de nouveautés par rapport à ce jeton. Je vous mets le lien sous la vidéo, dans la description YouTube, si vous voulez aller télécharger Swissborg et puis essayer de mettre 20 €. Il y aura, avec le lien en dessous de la vidéo, vous aurez 5 € en plus en Bitcoin offert. Si vous êtes en podcast audio, je vous mets dans la description de Spotify, de Deezer, d'Apple Podcast aussi. Merci de faire de Légende premier podcast de France. Merci beaucoup d'être là, d'écouter, d'essayer de comprendre des sujets parfois qu'on ne connaît pas bien. Et c'est un peu le principe de cette émission aussi, ce média, de vous proposer 3 interviews avec des gens très différents, des gens de business comme là aujourd'hui. Juste pour finir, quand tu offres des cadeaux à ta famille, toi qui es à fond là-dedans, est-ce que tu offres des cryptos parfois? Tout le temps. C'est vrai? Ouais. Et tu les offres comment? S'ils sont sur Swissborg, c'est facile, je peux leur directement l'envoyer. Ou sinon, tu leur demandes de créer un compte ou tu leur donnes un wallet qui est en effet où il y a déjà des tokens dessus, tu mets la clé privée et puis derrière, ils reçoivent des tokens. Tu peux offrir une clé Ledger avec dedans X euros en équivalent de Bitcoin par exemple, et puis tu dis tiens, tu gardes 10 ans et tu verras. Exactement, il y en a plein qui m'ont énormément remercié dans le fait qu'ils ont gardé, d'autres que les jetons, ils ne sont jamais appréciés. Ça dépend des fois, mais je sais que ceux que j'ai offerts l'année dernière pas mal à ma famille, des Dodge et des Shiba, je pense qu'ils sont très contents de ça, parce que ça fait, je pense, x20 ou x30 depuis. Ouais. Oh la vache. Il faut prendre des risques en fait dans la crypto. Mais comme dans la vie, je pense. Et je pense que si tu ne prends pas assez de risques, tu vas rester dans ton état et tu ne vas pas vraiment réussir à aller où tu veux aller. Tu m'as dit avant de commencer l'émission que tu étais un peu fatigué avec le boulot, les enfants, parce que tu as 2 enfants, dont un en bas âge, là, enfin, vraiment tout petit. Et tu m'as dit, je prends un truc qui permet de tenir. Est-ce que tu veux bien en parler? Je trouve ça génial. Et je ne sais pas s'il y en a qui en prennent et tout, c'est assez fou. Ouais, donc j'ai toujours été, comme je suis né aux États-Unis, j'ai toujours été dans les suppléments et les vitamines et ainsi de suite. Et dernièrement, j'ai eu beaucoup de retours sur la créatine. Et en tant que jeune, je trouvais que la créatine, j'avais toujours peur, parce que je crois que c'était hormonal et ainsi de suite. C'est le truc pour la muscu, la créatine. Exact. Souvent ce mot-là, mais il paraît que c'est dangereux. J'ai toujours entendu que c'était dangereux, non? Il s'avère que non. Il y a pas mal de podcasteurs qui en parlent énormément, comme Joe Rogan et autres. Et puis, il y a plein de compléments qui font dedans. On produit déjà de la créatine. Et en fait, c'est vrai que c'est un supplément qui donne plus d'énergie. Et là, je me suis remis un peu à faire des pompes, à des tractions, ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est plus facile aussi sur la récupération, je trouve. C'est interdit en France, je crois. Non, je dis pas de bêtises. Je crois que c'est limité. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il y a un dosage. Tu l'achètes où, toi? En pharmacie, en Suisse, ouais. Ah oui, c'est en Suisse. Ouais. Ok. Et tu sens une différence? Ouais, je sens que je suis mieux, ouais. Après, c'est peut-être du placebo. Je sais jamais, ouais. Merci beaucoup, Cyrus, d'être venu jusqu'à nous. Et tu retournes en Suisse direct, là? Demain matin. Demain. Ouais, tu dors à Paris ce soir. Exact. On a les studios à Paris, donc merci d'être venu, en tout cas. Je vous mets tous les liens si vous voulez vous renseigner. Essayez de mettre 20 balles, 30 balles, ne serait-ce que pour... C'est important d'essayer de ne pas se mettre en risque au début, quand on n'y connaît rien, d'essayer de comprendre. Faut se renseigner, il faut passer un peu de temps. C'est un peu le principe, finalement, tout ça. Merci d'être là de plus en plus nombreux, les amis. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission, d'avoir accompagné tout au long du tournage, toute l'équipe, etc. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao tout le monde!